Le troisième intervenant de cette première partie du colloque de la matinée est donc le Jacques Raes, qui est professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, qui est membre de l'Académie royale de Belgique, secrétaire du Conseil scientifique et stratégique du Collège de France. Il a occupé des fonctions très importantes en Europe et a été professeur invité dans de nombreux pays. C'est un spécialiste de la stéréochimie, mais aussi de la RMN, la résonance magnétique nucléaire, de la structure de l'état liquide et de la cosmochimie. Il s'intéresse, il va nous en parler bien sûr, à l'origine abiotique des systèmes macromoléculaires capables de se diviser et d'évoluer. D'une certaine manière, c'est quelque chose qui est un peu aussi dans la ligne de ce que nous venons d'écouter. Merci beaucoup, Monsieur Raes. Avant toute chose, je tiens à remercier très très sincèrement les organisateurs pour cette invitation. Je suis à la fois honoré et très heureux d'être parmi vous. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui, je crois, j'espère, à sa place dans la journée d'aujourd'hui, mais néanmoins, ce n'est ni de la chimie de synthèse ni de la biologie de synthèse. Alors, effectivement, par certaines de mes activités, j'ai touché à ce domaine et par ailleurs, pratiquant la communauté des astrobiologistes depuis de nombreuses années, en fait, j'ai décidé aujourd'hui d'essayer de vous donner ma vision de ce domaine flou que l'on nomme chimie prébiotique. Alors, évidemment, idéalement, la chimie prébiotique, c'est évidemment l'étude des étapes chimiques qui ont conduit aux premiers organismes vivants. Évidemment, on est face à un colossal problème dans la mesure où il n'y a aucun fossile, aucune trace, rien de ces premiers systèmes. Et on est évidemment dans la situation parfaitement décrite par Stephen Jay Gould lorsqu'il dit que les résultats rarement permettent de retourner à leur cause si on n'a pas de fossiles, si on n'a absolument pas aucun vestige, aucun texte, diront les historiens. Et donc, on est dans un pareil cas, on est forcé, disons, de pratiquer l'inférence, mais qu'au bout du compte, on est toujours ramené à faire des spéculations, des hypothèses à propos de probabilité. Donc, évidemment, on est ici dans un domaine scientifique extrêmement particulier pour d'autres raisons, nous allons le voir. Donc, en fait, il n'y a pas de doute sur le fait que la chimie prébiotique, c'est, dans le meilleur des cas, l'étude de la génération spontanée, le mot est très important, des premières cellules vivantes, ou encore l'étude de la transition, nécessairement progressive, du moins on le pense, si on n'est pas créationniste, du non-vivant au vivant. Mais évidemment, nouvelle difficulté, il n'y a aucun consensus sur ce que l'on appelle un système vivant. Est-ce grave? Mais non, pas du tout. Un très grand physicien, Kramers, physicien hollandais, j'insiste, un physicien, nous dit que finalement les concepts importants en science, ce sont les concepts mal définis. Alors ça, dans un premier temps, ça peut choquer. On peut dire, mais non, on ne peut pas faire de bonne science sans concept bien défini. Il y a même des physiciens qui ne connaissent pas cette citation de Kramers, qui n'ont jamais vraiment réfléchi au problème, et qui vous disent, oui, certes, les biologistes n'ont pas une bonne définition de l'objet de leur étude, mais c'est parce que c'est des biologistes par rapport à nous, physiciens. Et puis vous leur faites remarquer qu'ils font de la très bonne physique sans aucune définition du temps, de l'espace et de l'énergie, ce qui est quand même pas mal. Donc, et c'est ce que Kramers, évidemment, remarque. Donc, pas de panique, on n'a pas de définition, mais néanmoins, on doit pouvoir avancer, du moins on peut l'espérer. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la chimie prébiotique est certainement liée à la chimie de synthèse. Je pense aussi liée à la biologie de synthèse, mais elle est fondamentalement différente. Pourquoi l'est-elle? Parce qu'il n'y a pas de designer, il n'y a pas de chimiste, il n'y a pas d'ingénieur aux commandes. Bien sûr, il y a les lois de la physique,
bien sûr, qui agissent et qui agissaient dans le passé. Ben, les lois, il y a peu de chances qu'elles aient changé. Donc les lois étaient ce qu'elles étaient, elles agissaient sur les mêmes atomes, voire sur des systèmes polyatomiques de petites molécules, et elles agissaient, disons, sur ces sous-systèmes dans des conditions que malheureusement on ne connaît pas bien. Quelles étaient les conditions qui régnaient dans les océans primitifs, sur la Terre primitive, il y a, allez, pour situer les idées, il y a 3,5, 4 milliards d'années. En fait, la chimie prébiotique n'est absolument pas la recherche de chemins inconnus qui auraient permis le passage du non-vivant au vivant. En fait, la chimie prébiotique consiste à inventer, et puis à tester, bien sûr, des chemins possibles en sachant, et ça pour un scientifique, c'est pas tellement agréable, qu'il n'y aura jamais confirmation. C'est pas agréable pour un scientifique comme un chimiste, parce que les chimistes ne sont pas du tout habitués. La chimie n'est pas une science historique. Les historiens sont habitués à, ils ont des vestiges, mais malgré tout, ils doivent reconstituer un passé, et le passé est passé. Mais ici, on n'a pas de vestiges, et par ailleurs, comme praticiens, les chimistes sont des praticiens d'une science qui n'est pas historique, alors que la biologie de l'évolution, par exemple, est une science historique. Donc le chimiste n'est pas nécessairement à l'aise face à ce type de problème. Maintenant, beaucoup plus sérieux de mon point de vue, d'où le titre de mon exposé. Si on veut pratiquer la chimie prébiotique, il faut abandonner la logique aristotélicienne. Et ça n'est pas une mince affirmation, et je vais essayer de vous en convaincre. En fait, cette logique est basée, comme vous le voyez là, sur des axiomes qui sont considérés comme self-évidents. La loi de contradiction qu'un système A, un objet A, fait partie de la catégorie B ou de la catégorie non B. Qu'il est B ou non B, mais qui ne peut pas être quelque chose d'autre. C'est le principe du tiers exclu. Et que A, l'objet A, reste A. Et ici, je pense que c'est peut-être une petite originalité de cet exposé, et il y a un article qui a été envoyé pour publication sur ce sujet. Je considère que le fait de pratiquer la chimie prébiotique en se laissant coincer dans cette logique-là conduit, je dirais, à de grosses difficultés, et qu'en revanche, ce qu'il faut faire, c'est pratiquer une logique floue. La logique floue, et pour faire très simple, cette logique qui a été formalisée dans un premier temps par Zadeh, mais dans les années 60, mais bien avant cela, on trouvait déjà, disons, les concepts de base de la logique floue déjà chez Bergson, par exemple, c'est que A, un objet A, n'est pas nécessairement ou B ou pas B. En fait, il peut être un peu B et pas tout à fait, disons, un peu B et pas tout à fait non B. C'est-à-dire que c'est effectivement une logique dans laquelle c'est pour ça qu'elle est évidemment une logique à valeur multiple, vous associez à l'objet un descripteur qui donne le niveau d'appartenance, soit à l'ensemble B, soit à l'ensemble non B, soit à l'ensemble vivant, soit à l'ensemble non vivant. Mon propos, c'est celui-là, c'est de dire qu'évidemment, on ne passe pas du non-vivant au vivant. On passe, oui, certes, mais on passe évidemment de manière progressive, et que donc on passe par des états de la matière qui sont pas tout à fait non-vivants, mais pas encore tout à fait vivants. Soyons un tout petit peu plus précis. Évidemment, c'est nécessairement comme ça au début, c'est-à-dire dans les phases dites prébiotiques. Mais c'est évidemment comme ça aujourd'hui. Et tous ces articles, et je suis sûr que Patrick Forter va être d'accord avec moi, quoi de plus stupide, je dirais, que de voir des gens qui s'épuisent pour démontrer que les virus sont vivants ou que les virus ne sont pas vivants. Or, vous avez des articles qui portent là-dessus. Ah non, ils ne sont pas vivants, mais si, ils sont vivants. Ils sont les gros virus, peut-être un peu plus que les petits. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens à mes yeux. Parce qu'il est clair qu'un virus, c'est plus vivant qu'un acide aminé.
Et vous pouvez dire, oui, mais c'est quand même moins vivant qu'un éléphant, pas de problème avec cela. Et donc, mon propos, c'est de dire qu'en fait, ce que je souligne ici, c'est très semblable à ce que, évidemment, de grands évolutionnistes avaient vu bien avant moi. Quand Lamarck dit, vous savez, les espèces, cette manière de classer les organismes en espèces, c'est très utile pour le systématicien des invertébrés qu'il est, c'est très utile, mais c'est tout à fait artificiel, nous dit-il. Que nous dit Darwin? Darwin dit la même chose. Il dit, oui, bon, bien sûr, lui aussi est aussi, parmi tout ce qu'il est, aussi un systématicien. Il sait que c'est utile, mais ce n'est pas, entre guillemets, naturel. Et finalement, que nous dit Aristote? Aristote nous dit ainsi la nature passe petit à petit des êtres inanimés aux êtres doués de vie, si bien que cette continuité empêche d'apercevoir la frontière qui les sépare et qu'on ne sait auquel des deux groupes appartient la forme intermédiaire. Vous savez que ces idées-là, vous les retrouvez chez Diderot aussi. En fait, ce qui est important, c'est que le concept d'espèce, que vous l'appliquiez aux organismes, que vous l'appliquiez aux molécules, ces concepts sont extrêmement utiles. On ne peut pas faire de science sans avoir une certaine forme de classification des objets, mais c'est profondément contradictoire avec toute notion d'évolution. Donc, ces catégories sont utiles, mais dirait éventuellement Lamarck et Darwin, elles ne sont pas naturelles, au sens la nature ne les reconnaît pas. Et donc pour moi, voilà. Pour moi, le passage du non-vivant au vivant, c'est une échelle continue. Une échelle, alors c'est le propre de la logique floue, c'est que ces échelles sont nécessairement arbitraires. Vous avez à fixer le 0 et le 1, et je fixe mon 0 et mon 1. Et si vous avez un autre 0 et un autre 1, c'est votre strict droit. Je dis que l'indice de vie des atomes, c'est 0. De l'eau liquide, c'est 0. Et je vais jusqu'à dire l'indice de vie des acides aminés, c'est 0. Et je vais me justifier. Mais par contre, des mononucléotides, ce n'est pas 0. Des protéines, ce n'est pas 0. Des polynucléotides, ce n'est pas 0. Des virus, ce n'est pas 0. Des bactéries, évidemment pas. Et je vous propose cette séquence-là. Je ne mets pas de valeur, mais j'offre une séquence. C'est ma séquence. Alors, par exemple, quelle est ma justification pour dire je mets un 0 pour les aminoacides, mais je ne mets pas un 0 pour les mononucléotides? Eh bien, parce que, vous le savez, dans des météorites, dans des chondrites carbonées, c'est un domaine sur lequel on a pas mal travaillé, dans les chondrites carbonées, vous trouvez les acides aminés, y compris les acides aminés alpha-aminés qu'on trouve, disons une petite dizaine de ceux qu'on trouve dans les protéines. Et comme vous le savez sans doute, avec les travaux de John Cronin et de Sandra Pizzarello, maintenant on a même trouvé des acides aminés non racémiques. Certes, ce sont des acides alpha méthylés, mais donc, je veux dire que le problème de la synthèse abiotique des acides aminés est un problème, je dirais, qui ne doit plus nous interpeller. On sait que dans l'espace, probablement dans la phase lors de l'accrétion du système solaire, dans le nuage protosolaire, il devait y avoir des acides aminés, et c'est ceux qu'on retrouve maintenant dans les chondrites. Maintenant, pourquoi, pour les mononucléotides, je considère que l'indice de vie est supérieur à 0, c'est parce qu'effectivement, même encore aujourd'hui, on ne connaît aucun chemin. D'abord, on n'a pas découvert de mononucléotides dans les chondrites, mais par ailleurs, on ne connaît aucun chemin qui conduit dans des conditions prébiotiques ou supposées telles à des mononucléotides. Pourquoi? Alors, évidemment, vous pouvez dire, mais enfin, Miller, c'est quand même peut-être le père de la chimie prébiotique, et je ne le conteste pas. Lorsque Miller fait cette synthèse d'acides aminés en faisant éclater une décharge électrique dans un mélange de gaz réducteur, c'est en 1953, et on n'a pas encore découvert d'acides aminés dans les météorites. Donc, et c'est le propre de nouveau de ces échelles basées sur la logique floue, elles peuvent changer avec la connaissance. Donc, loin de moi de dire que ça n'était ce que Miller a fait. Ce qu'il a fait dans le laboratoire de Urey n'est pas de la chimie prébiotique. Je dis que ceux qui font aujourd'hui la même chose font des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes, mais je ne considère pas qu'ils apportent quelque chose à la grande problématique que devrait permettre de résoudre, ou en tout cas de résoudre partiellement la chimie prébiotique. Pourquoi est-ce qu'un polymère comme un polynucléotide ou un polypeptide, pourquoi est-ce que je lui mets
un indice supérieur à 0. D'abord parce que, apparemment, il ne se forme pas spontanément, on n'en a pas trouvé dans les chondrites, mais que d'autre part, il est évident que ce type de polymérisation par condensation, hein, mes lettres K, L, M, N, c'est un reste organique. Mais voilà, ça c'est typiquement la formation d'un tétramère par condensation, avec élimination des molécules d'eau. Mais ce genre de condensation dans des conditions prébiotiques, il y a des gens qui disent disons, y ont contribué, sans doute, mais ça demande d'imposer des conditions tellement dures, du genre de phases qui se passent à marée basse et de phases qui se passent à marée haute, parce qu'il faut des phases sèches associées à des phases humides. Et quand vous dites à ces chimistes qui pratiquent ça qu'à l'époque, 4 milliards d'années, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre, que les marées étaient d'une intensité sans commune mesure, avec probablement des marées qui se chiffraient en dizaines, voire en centaines de kilomètres. Ils vous disent alors peut-être pas sur la grève, mais peut-être près d'une petite mare. Peut-être, mais vous voyez qu'en tout cas on est loin du compte. De toute manière, l'activation requise et le confinement posent problème, et puis vous avez toujours évidemment la réaction inverse. Donc, dans l'état actuel des connaissances, je suis prêt à mettre un indice supérieur à 0 au polymère. Maintenant, je voudrais parler de deux maladies, de deux syndromes, et je me considérant quand même par moment un peu comme un chimiste qui pratique la chimie prébiotique, je veux bien croire que j'ai à certains moments aussi souffert de ces deux maladies. Qu'est-ce que c'est que le syndrome du Panthéon? C'est moi qui le nomme ainsi parce que j'apprécie, pour moi c'est un des plus beaux monuments que l'on puisse trouver. Vous savez que le Panthéon à Rome, effectivement une grande partie est faite de briques. Les Romains pratiquaient beaucoup la construction en briques. Eh bien, qu'est-ce que c'est le syndrome du Panthéon? C'est de dire, finalement, je voudrais bien savoir comment ça a été construit, mais enfin, dès que j'aurais compris comment construire les briques, j'aurais fait un grand pas. Voilà ce que j'appelle le syndrome du Panthéon. Voilà, en chimie prébiotique, le syndrome du Panthéon. Le syndrome du Panthéon, c'est de dire, effectivement, l'objet qui m'intéresse, c'est celui-là à gauche. Peut-être bien un peu plus minimum, diront les gens qui cherchent la minimal cell, certainement, peut-être pas de flagelle, etc. Mais enfin, quelque chose comme cela, un objet comme ça, confiné. Qu'est-ce que c'est que le syndrome? C'est de passer, disons, beaucoup de temps à chercher des voies possibles de synthèse de l'acide aminé à droite. Quand Miller le faisait, c'était extrêmement important. Le faire aujourd'hui encore, ok, on peut le pratiquer, mais je ne crois pas qu'on contribue d'une quelconque manière à la problématique de l'origine de la vie. Voilà un exemple, à mes yeux, dramatique, pourtant d'un très grand scientifique astrobiologiste, Ponnamperuma, qui vous dit, on a trouvé des molécules organiques dans l'espace, donc pas de panique, tout au contraire, voilà, conclusion inéluctable, la vie doit être très commune dans le cosmos. Ça, pour moi, c'est le syndrome du Panthéon. Mais du syndrome du Panthéon, vous en trouvez tout le temps. Vous avez évidemment la NASA a besoin de crédit, l'ESA a besoin de crédit, donc trouver la preuve qu'il y a eu de l'eau sur Mars, et ça on le sait depuis vraiment longtemps, mais chaque confirmation, chaque rover qui secoue une petite pierre et qui trouve des minéraux hydratés, ça qui prouve qu'il y a eu de l'eau, olé, il y a eu de l'eau. Ok, pour moi, oui, il y a eu de l'eau liquide, oui, de l'eau liquide, et alors? Donc, de nouveau, c'est confondre la brique avec l'objet, la tuile ou la brique et le Panthéon. Alors, maintenant, l'autre maladie qui nous touche tous, c'est ce que j'appelle le First Ancestor Illusion. Donc, vous avez votre Ferrari dans votre garage, ce que nous avons tous, et vous vous dites bien, cette voiture-là, elle a eu des ancêtres. Alors, vous démontez la Ferrari, puis vous avez d'autres informations, parce que votre voisin n'a pas, lui, une Ferrari. Enfin, vous en inférez qu'avant la Ferrari, voilà l'ancêtre. Et vous êtes quand même content, parce qu'il y a un grand chemin entre cela et cela. Oui, mais il y a évidemment parfois problème. C'est que, partant de l'objet de droite et en inférer qu'avant cela, il y avait l'objet de gauche, ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est qualitativement plus compliqué. Et en fait, on connaît cela en ce qui concerne
l'arbre du vivant. Le point de convergence, alors on peut, selon les arbres, et aujourd'hui ces arbres, c'est l'arbre de Woose, ça, et aujourd'hui ce sont d'autres arbres, mais ça ne change rien au discours. Il y a un point de convergence, et ce point de convergence, c'est le Last Unicellular Common Ancestor. Et où qu'il se trouve, si vous dites « Ah non, mais effectivement, les archées se sont bifurqués plus tôt, etc. » ou bien « Cet arbre devrait être un buisson à cause des transferts horizontaux de gènes », ça ne change rien. Qu'il y ait eu au départ une petite population de cellules, on va pas dire une cellule, mais une petite population de cellules, probablement que personne ne peut contester cela. Mais en fait, Lucas, c'était évidemment pas le premier organisme, la première cellule, la première collection de cellules. C'est simplement, si vous voulez, l'ancêtre de toute la vie présente et probablement de toute la vie que l'on connaît encore aujourd'hui sous la forme qu'on connaît, dont on trouve les fossiles et les microfossiles. C'est simplement celui qui a réussi. C'est celui qui a réussi. Mais avant ça, vous devez voir Lucas comme étant le bout d'une petite branche d'un autre immense buisson dont on ne connaît rien, qui a totalement disparu. De nouveau, se dire « Ah oui, mais Lucas, c'était peut-être bien un organisme à ARN, peut-être bien, ou juste avant, il y avait des organismes à ARN, mais qui oserait affirmer qu'il y a eu une vie ARN comme ça, juste partant des briques élémentaires, et boum, il y a eu une vie ARN. » Non, évidemment, il y a eu avant autre chose. Et donc, c'est une des difficultés que l'on a lorsque l'on pratique la recherche de l'origine de la vie, en venant du monde actuel, en redescendant, c'est une démarche remarquablement importante, mais on s'arrête, je ne dirais pas à Lucas, parce que le monde RNA, c'est peut-être un peu avant Lucas, mais on ne peut pas aller très loin. Donc, d'où évidemment l'approche chimique, qui, elle, effectivement, est une démarche qui, je dirais, part du bas et remonte vers le haut, mais qui a ses limitations aussi, bien sûr. Alors, finalement, où est-ce que l'on en est? Pourquoi est-ce que j'ai utilisé le terme flou? D'abord, à cause de ce que j'appelle des contraintes épistémologiques. Il ne faut jamais oublier, quand on pratique la chimie prébiotique, ce que l'on cherche. On ne cherche pas l'origine des acides aminés, on ne cherche pas l'origine du ribose. Oui, on est heureux de savoir que, il y a maintenant, on a trouvé du ribose dans des météorites, mais finalement, on ne cherche pas l'origine des briques. On cherche effectivement comment ces systèmes extrêmement compliqués, qu'on appelle la première cellule, ont pu se former spontanément. Incontestablement, il faut abandonner la logique aristotélicienne. C'est facile à dire, mais dans la vie de tous les jours, quand vous êtes au laboratoire, ça n'est pas toujours facile de le pratiquer, je peux vous le confirmer. Maintenant, il faut tenir compte de contraintes géochimiques. Mais ça suppose que l'on fait des hypothèses sur le lieu où, finalement, cette vie s'est auto-structurée. Dans l'hydrosphère de la Terre primitive, oui, peut-être, mais sous quelles conditions d'atmosphère? Et par exemple, c'est un sujet qui m'intéresse, vous avez un balancement permanent entre l'atmosphère terrestre primitive, elle était très réductrice d'IURée, et c'est ce mélange gazeux qu'utilise Miller. Après quoi vient une phase où on dit « Ah là, c'est une belle expérience, Miller, mais ça n'est pas du tout réaliste parce que l'atmosphère terrestre était neutre. C'était essentiellement de l'azote et du CO2. » Et puis maintenant, qu'on prend conscience que sur la Terre primitive, disons il y a 4,5 milliards d'années, il y avait des océans magmatiques avant que l'hydrosphère ne se forme, qu'il y a eu des phénomènes de serpentinisation, on dit oui mais tout compte fait, ça conduit éventuellement, c'est donc des phénomènes de réduction de l'eau avec dégagement d'hydrogène. Donc finalement l'atmosphère était peut-être réductrice. Et puis de toute manière, elle était peut-être globalement neutre du point de vue électrochimique, mais localement elle pouvait être réductrice. Quel était le pH des océans? Vous avez tous les scénarios possibles. Depuis, l'océan devait être un peu basique. Ah non, il devait être acide, très acide. Chaud, oui, sans doute, ou pas si chaud que ça, etc. Donc, en fait, on connaît très mal ces conditions. Enfin, évidemment, autre chose qui n'est pas mineure et dont on entendra parler, évidemment, par l'un des plus brillants représentants de la chimie supramoléculaire cet après-midi, c'est que autant le chimiste manipule bien les concepts de chimie covalente,
autant, malgré, j'ose l'affirmer parce que j'ai quand même pas mal passé de temps dans ma vie à travailler sur les interactions de Van der Waals, autant, effectivement, on manipule moins bien les interactions dites non covalentes. Oui, les liaisons d'hydrogène, et on en a eu un remarquable exemple au préalable dans l'exposé de notre collègue Benner, évidemment, oui, parce que finalement, la liaison hydrogène, elle est relativement, disons, c'est pas tout à fait une liaison covalente, mais elle est quand même très directionnelle. Elle ressemble, et d'ailleurs même du point de vue de la mécanique quantique, elle ressemble à une liaison covalente. Mais par contre, les liaisons de London, pour parler, donc la partie attractive, le fait que, disons, du cyclohexane, ça reste liquide à température ordinaire, c'est pas à cause des liaisons hydrogène. Donc les liaisons de London, les liaisons multipolaires, etc., on les manipule beaucoup moins bien, on les connaît, mais on les manipule moins bien pour faire des objets supramoléculaires. Mais on progresse, mais il y a encore là des connaissances de base à acquérir. Et maintenant, c'est mon dernier cliché, les plus grandes difficultés, ce que je considère personnellement comme des problèmes non résolus et peut-être parfois insuffisamment attaqués, je dirais, c'est d'imaginer, on en est là, des voies possibles pour la formation spontanée d'une population de systèmes supramoléculaires nécessairement hors équilibre, bien évidemment, loin de l'équilibre, qui sont capables d'évolution darwinienne. Moi, je veux bien, pour le moment, souscrire à la définition de la NASA. Ça, disons, si vous n'oubliez pas le mot spontané, hein, les chimistes qui font de la biologie synthétique, ils savent comment la biologie fonctionne. Ils le savent. Et ils la miment ou ils l'imitent ou ils imaginent sur cette base-là. Enfin, ils font un travail remarquable. Mais là, il n'y a pas de chimiste, il n'y a pas de chimiste, il n'y a rien, c'est spontanément. Alors on peut, comme de Duve, dire, de toute manière, si ça n'avait pas dû se faire, dit-il, inéluctablement, ça ne se serait pas fait. Oui, moi je connais très bien Christian de Duve, j'ai pour lui une immense estime, mais quand vous avez dit ça, que si ça n'avait pas pu se faire, ça ne se serait pas fait, ok, vous êtes toujours dans le problème du hasard et de la nécessité. Comme scientifique travaillant dans ce domaine, on se dit, je dois croire à la nécessité, parce que même si je suis croyant ou pas croyant, le scientifique ne travaille pas sur des miracles. Si c'est un événement unique qui s'est passé une fois, bon, la science n'a rien à dire. Donc d'une certaine manière, tous les gens qui travaillent dans ce domaine doivent se dire, non, il y avait une certaine nécessité. Bon, mais nous n'en avons pas la preuve, c'est un acte de foi. Et donc, mais de toute manière, c'est bien le mot spontané que vous trouvez ici et que vous retrouvez là. Et ça, c'est le plus gros des problèmes à mes yeux. Ça n'est pas de savoir comment spontanément, ce qui est loin d'être facile. Mais même si on ne sait pas faire de mononucléotides, on peut se dire, peut-être que dans un premier temps, le code génétique était basé sur des systèmes plus simples que des mononucléotides. Il y a les PNA qui pouvaient, avec, disons, un squelette différent, mais je crois que Benner nous a expliqué pourquoi quand même un squelette chargé, c'est mieux, etc. Mais on peut imaginer peut-être des polymères plus simples. Mais il faut bien insister sur quelque chose. Je ne suis pas occupé à dire, même si nous n'avons pas encore la réponse, comment s'est formé le support du langage. Je dis comment se forme spontanément un langage, c'est-à-dire comment naît spontanément une sémantique moléculaire. Que ça soit qu'il faille lire un message, le code de la route, en chinois, pour nous, ce n'est pas un code de la route, c'est rien. Donc, à l'inversement, pour les Chinois, notre code de la route écrit en français, c'est rien. C'est pas un code, c'est fait des signes. Donc, comment naît spontanément une sémantique moléculaire? Pour moi, ce problème qui est majeur, il n'y a pas de solution. Mais c'est enthousiasmant, ce n'est pas du pessimisme de ma part, puisque ce qui est très bien en science, c'est de réaliser qu'il y a de très grands problèmes qui sont non résolus. Sinon, pourquoi faire de la science? Merci beaucoup.